Je vais parler d'un sujet assez délicat, qui provoquera certainement des réactions. C'est le rapport entre la dialectique masculin-féminin et le fonctionnement de l'économie. Là, on touche à des tabous assez considérables. Moi, je propose de distinguer entre production intérieure et production extérieure. Ce qui va un peu au-delà de ce que propose Karl Marx. La production intérieure, c'est ce que nous produisons par nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes une sorte de fabrique. Nous produisons du sperme, nous produisons des idées, nous produisons des pensées, nous produisons du langage. Et la production extérieure, ce sont les fabriques extérieures. C'est-à-dire les instruments, les usines, tout ce qui va produire, à partir d'ailleurs de matériaux extérieurs aussi. Ce qui pose tout le problème de l'écologie. Donc, cette production extérieure, elle a une problématique fort différente de la production intérieure. Alors, comment ces deux productions se conjuguent-elles dans le tissu économique? C'est toute la question. Et quels sont les acteurs de ces deux modes de production? C'est toute la question. Alors, je pense que le XXIe siècle va évacuer un certain nombre de fausses représentations sur ces points. Je dirais d'abord, pour simplifier, bien évidemment, que les hommes sont les principaux artisans de la production intérieure et que les femmes ont vocation, si elles ne l'ont pas toujours été, à être les principales artisanes de la production extérieure. Voilà ce que je dirais. Ça signifie que l'on ne peut pas juger le groupe des uns selon les critères du groupe de l'autre groupe. Je crois qu'un des maux dont souffre notre société, c'est d'appliquer des critères inappropriés. Sous prétexte que ces critères auraient une valeur universelle, ils seraient appliqués à tout le monde. Et je crois au contraire qu'il serait tout à fait nécessaire, et ça se fera certainement, de distinguer quel est le groupe dont il s'agit, de quel groupe parle-t-on, et de ne pas généraliser à l'ensemble des êtres humains sans aucune distinction, ni d'âge, ni de sexe, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Non. Il faut distinguer au sein de groupes qui eux-mêmes sont suffisamment considérables, évidemment. Il y a des mondes qui cohabitent, qui sont en synergie, qui sont en symbiose, mais qui cohabitent. Et le monde des femmes cohabite d'une certaine façon avec le monde des hommes. Ils ont des choses en commun à faire, etc. etc. Il y a une certaine forme de promiscuité entre ces différents mondes, qui sont malgré tout quelque part étrangers l'un par rapport à l'autre, les uns par rapport aux autres. Donc nous sommes, il faut être conscient que nous parlons à un moment donné d'un groupe qui nous est étranger, ou qui est étranger plutôt à notre groupe, à nous. Encore faut-il savoir à quel groupe nous appartenons et d'aller assumer cette appartenance et cette identité. Alors, dans le cadre du couple, qui est un acteur économique majeur, qui est une unité économique importante, il me semble assez clair que, dans l'absolu en tout cas, nous sommes confrontés à donc la synergie entre une production intérieure et une production extérieure. Le problème, c'est notamment la question de la procréation. La procréation est une production intérieure. Elle ne fait pas appel à des éléments externes. Si ce n'est la femme, justement. Et cette production intérieure est généralement associée à la femme, justement, alors qu'en réalité, elle est tout autant, sinon davantage, du moins dans sa démarche initiale, associée à l'homme, relative à l'homme. Et je pense que c'est une erreur de vouloir définir les femmes comme étant celles qui
produisent, qui font de la production intérieure du fait qu'elles génèrent des enfants. Parce qu'en réalité, elles ne font que prolonger le processus masculin. Et elles ont d'autres vocations que cette production intérieure. Et donc ce serait une erreur pour leur part de s'identifier au groupe de la production intérieure à cause de cet élément un petit peu, je dirais, aux confins intermédiaires, alors qu'elles appartiennent intrinsèquement au champ de la production extérieure. Ça signifie que dans le rapport, dans l'échange, dans tous les sens du terme, entre l'homme et la femme, il n'y a pas de symétrie. L'homme qui fait l'amour avec une femme, il n'est pas récompensé par le seul fait que la femme accepte de faire l'amour avec lui. De la même façon que le restaurateur qui donne à manger à un client n'est pas récompensé par le seul fait que le client accepte de manger sa nourriture. C'est un petit peu ce qui semble être dit de façon subliminale, n'est-ce pas? Je suis bien gentil d'accepter que tu fasses l'amour avec moi. Non. Il y a là une situation inégale, où c'est l'homme qui donne quelque chose, qui est en plein dans la production intérieure, mais ça vaudrait aussi, par exemple, pour un poème, le fameux poème de Cyrano de Bergerac, par exemple. Ça vaudrait aussi pour une chanson, ça vaudrait aussi pour une musique. L'homme, ça vaudrait aussi, bien entendu, pour tout le domaine scientifique, littéraire, philosophique. L'homme offre des choses qui sont de l'ordre de la production intérieure. Bien évidemment, quand je parle, je ne dis pas les livres eux-mêmes sont effectivement de la production extérieure, mais ce qui nourrit ces livres, au niveau de l'oralité, au niveau de... puisque finalement, il n'y a que l'oralité qui est de la production intérieure. Donc j'écris, je bascule quelque part dans la production extérieure, puisque je fais appel à des supports extérieurs. Alors que quand je parle, je ne fais pas appel à des supports extérieurs, je fais appel à des supports organiques. Vous voyez que la frontière entre l'oral et l'écrit est absolument fondamentale ici. Donc, il ne faut pas être dupe dans cette histoire-là. Il ne faut pas que l'homme soit le dindon de la farce. Il donne quelque chose, et qu'est-ce qu'on lui donne en échange? En dehors du fait qu'on reçoit ce qu'il donne, qu'on écoute ce qu'il donne, qu'on profite de ce qu'il donne. Il est évident que dans un rapport entre les membres de la production intérieure pris globalement et les membres de la production extérieure pris globalement, il est évident que ceux qui sont dans la production extérieure et qui reçoivent de la production intérieure doivent eux-mêmes donner de l'ordre de la production extérieure. C'est logique. Ils doivent donc contribuer à toutes les dépenses qui sont relatives à la production extérieure. Et ce n'est pas à l'homme de le faire. Ce n'est pas au groupe, à l'ensemble des gens qui sont les acteurs, les agents de la production intérieure, de subvenir aux besoins liés à la production extérieure. Je crois qu'on a compris ce que je voulais dire dans la grande ligne, j'espère. Et je crois que ça fait un petit peu bouger les lignes, comme on dit. Alors on va dire, oui, mais ces hommes qui ne travaillent pas, qui font l'amour avec des femmes, ce sont des gigolos, ce sont des... je sais pas quoi. Non, ce ne sont pas des gigolos, ou en tout cas le mot ne doit pas avoir un sens négatif. Ce sont des êtres qui appartiennent au champ de la production intérieure, et par ce champ de production intérieure, excusez-moi, c'est ce qui permet quand même à l'humanité de se reproduire, hein, excusez du peu, dont on recueille la semence, dont on recueille la pensée, dont on recueille la musique, et qu'on la recueille dans le cadre de la production extérieure. C'est une notion même de recueil, quelque part,
est quasiment nécessairement lié à un réceptacle, un support, donc de l'ordre de la production extérieure. Donc vous voyez bien que par rapport au fonctionnement de la société actuelle, on est quand même assez loin de ce schéma que je suis en train de brosser, même s'il y a des similitudes, même s'il peut y avoir des recoupements, même dans l'état actuel des choses. Karl Marx, par exemple, que je citais tout au début, a-t-il compris cette double problématique de la production? Je ne pense pas. Il a des excuses parce que, de son temps, les femmes ne jouaient pas pleinement leur rôle dans la société. Et par conséquent, au milieu du 19e siècle, il y a des choses qui n'étaient pas flagrantes, qui n'étaient pas évidentes. Les choses ont évolué, les choses ont changé entre-temps, un siècle et demi plus tard. Et là, on voit que les femmes ont toute leur place dans le domaine de la production extérieure. Et elles se sont réappropriées un domaine qui était intrinsèquement le leur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles reconnaissent cela? Elles sont dans une situation extrêmement ambiguë par rapport à ça. Je ne pense pas qu'elles soient disposées, a priori, à reconnaître quels sont les agents exclusifs, en tout cas principaux, de la production extérieure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles se sont libérées en travaillant et en s'inscrivant notamment dans la production extérieure, qui n'est pas la plus noble, effectivement, des productions de l'homme. Et en même temps, elles s'aperçoivent qu'elles ont des limites par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas pénétrer pleinement dans le champ de la production intérieure. C'est-à-dire que ce mouvement de pénétration des femmes dans le champ de la production a fonctionné correctement tant qu'il s'agissait de la production extérieure, tant qu'il s'agissait d'heures de travail, de temps de travail, avec notamment de plus en plus la présence de la machine, hein, toutes sortes de machines, depuis l'écriture jusqu'à l'ordinateur, sans passer par Internet, sans parler d'Internet. Et elle bute très largement, très notablement, sur l'accès à la production intérieure. Alors, je préfère parler de production extérieure et intérieure plutôt que de parler de bas de gamme et haut de gamme comme je l'ai fait dans une précédente vidéo. C'est pas le problème. Il vaut mieux prendre un exemple comme cela de mouvement qui passe d'un champ à l'autre et qui s'aperçoit à un moment donné qu'il y a des frontières. Des frontières qui sont majeures, qui sont essentielles, qui sont celles qui distinguent ce que l'humain produit par lui-même. Il est certain que quand par exemple la femme a des menstruations, c'est quelque chose qui est l'ordre de la production intérieure. Et ce que les hommes ne produisent qu'en puisant dans les ressources de la nature extérieure, avec tous les problèmes écologiques qui se posent, et donc quelque part, cette production extérieure, elle est actuellement en procès. Elle nous invite, précisément, la situation actuelle nous invite à réinvestir, encore plus qu'on l'a fait, la production intérieure. Ça paraît évident, puisque nous sommes en face d'une crise écologique majeure, définitive, etc. C'est bien la production extérieure qui est en cause, et donc bien ceux qui sont les agents de la production extérieure, et ce ne sont pas les hommes. Puisque même s'il arrive que les hommes fassent partie de cette dynamique de la production extérieure, ce n'est pas leur champ
privilégiés. Ce n'est pas là qu'ils ont une sorte de monopole. Donc, eux-mêmes, ils peuvent très bien se replier complètement dans le champ de la production intérieure. Par contre, les femmes, elles vont se retrouver, elles sont vouées à se retrouver dans le domaine de la production extérieure.